Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre webinaire d'aujourd'hui organisé par Hachette Fleu et Editrice La Scuola. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Nicolas Prinetti et je suis consultant éditorial pour Hachette Fleu pour l'Italie. Et nous avons avec nous, mais nous ne la voyons pas, elle est indispensable cependant, Stefania Zoppelli depuis Brescia qui assure le côté technique de notre webinaire aujourd'hui. Merci Stéphane, car nous sommes en direct. Pour ceux qui nous regardent en direct, aujourd'hui, vendredi 31 janvier 2025. Et ensuite, nous avons avec nous depuis Paris Iman Ettoubaji, qui est responsable pédagogique et commercial de Hachette Fleu pour l'Italie et quelques autres pays également. Bonjour Iman. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et je pense que de nombreux enseignants qui sont avec nous aujourd'hui ont pu te rencontrer lors de ta récente tournée en Italie, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer un certain nombre de collègues avec Amandine lors de ma tournée en décembre en Italie. Et puis j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de les revoir et d'en voir de nouveaux qu'on n'a pas encore vu avec grand plaisir. Oui, oui, parce qu'en fait, avec Amandine Barthès, qui nous parle également depuis Paris. Amandine, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, je suis à Paris cette semaine. Et vu qu'on est le 31 janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous. C'est le dernier jour utile pour le faire. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Ensuite, Merci d'être avec nous. Amandine est basée en Italie normalement, car elle est à Turin, mais elle voyage très souvent le long de la Botte et des îles également pour rencontrer les enseignants, vous les enseignants, pour répondre à vos questions et pour vous présenter les nouveautés de Hachette Fleu pour l'école italienne. Et Exact. par contre, depuis Turin, nous avons avec moi depuis la même ville, Turin, Eugénie Druckberg, qui est enseignante de français et examinatrice et correctrice des épreuves DELF-DALF. Bonsoir Eugénie. Bonsoir à tous. Et comme Eugénie a une très grande expérience dans la correction et l'assistance aux épreuves DELF, c'est elle qui nous a proposé la thématique que nous allons aborder grâce à elle ce soir, c'est-à-dire l'argumentation. Et nous avons donné ce titre Argumenter à la française, s'il vous plaît, car un des problèmes majeurs qui se posent pour les candidats au DELF, les élèves, et donc des problèmes qui se posent à vous, les enseignants qui voulez les préparer, eh bien, c'est celui d'argumenter non seulement en français, mais argumenter selon les règles de l'argumentation en français. Car il n'y a pas que la langue lorsqu'il s'agit d'argumenter, il y a aussi la construction du discours, le plan, etc., c'est-à-dire tous les éléments dont va nous parler Eugénie ce soir, et qui concourent et oui, à la note finale de vos élèves et des candidats. Donc c'est pour cela, et vu que c'est un écueil majeur, surtout pour les Italiens et les italophones, car dans notre parcours scolaire, nous avons rarement l'occasion de construire réellement des argumentations selon des plans définis. Eh bien, Eugénie va nous présenter tout ça et nous donner des pistes utiles pour préparer nos élèves à ces épreuves. Merci Eugénie et je te laisse la parole. Merci. Alors, comme vous le voyez, la première page, argumenter à la française, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire? Attendez, j'arrive tout de suite. Voilà. Eh bien, je vais vous présenter plusieurs points. Tout d'abord, quelques rappels sur le DELF. Ensuite, je vous expliquerai comment se déroule l'épreuve de production orale dans la pratique pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, nous passerons au cœur du propos, à savoir le monologue suivi et toutes les informations à connaître pour bien réaliser ce monologue. Je vous donnerai quelques conseils et enfin, je vous parlerai brièvement de l'évaluation. Alors,
commençons donc par quelques rappels à propos du DELF, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore. Donc, le DELF, c'est le diplôme d'études en langue française. C'est une certification délivrée par le ministère de l'Éducation nationale français. Elle est valable à l'international et elle n'a pas de validité dans le temps. Elle évalue donc 4 compétences, comme vous pouvez le voir: la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite et la production orale qui nous concerne aujourd'hui. Le CECRL, c'est-à-dire le cadre européen commun de référence pour les langues, distingue deux supraniveaux, c'est-à-dire le niveau A et le niveau B. Le niveau A qui distingue, vous voyez, DELF A1 et A2, deux niveaux, c'est l'utilisateur élémentaire. Et ensuite, le niveau B, B1 et B2, l'utilisateur indépendant ou avancé. Nous nous concentrerons bien sûr sur le DELF B2 aujourd'hui. Ces certifications sont indépendantes les unes des autres. Et par exemple, on peut passer le DELF A2 et ensuite, avec une bonne préparation, se préparer pour le DELF B2. Donc, comme vous le voyez sur la page de droite de cette double page du manuel de préparation DELF junior scolaire pour le niveau B2 de notre maison d'édition Hachette, sur la page de droite, je disais, vous avez un exemple de diplôme. Après attestation de réussite aux épreuves, vous obtenez ce diplôme. Alors, j'espère avoir dit tous les détails du cas. D'autres petits rappels. Le DELF, donc c'est le diplôme d'études en langue française. Ensuite, France Éducation Internationale, vous pouvez aller visiter ce site qui est l'organisme officiel qui s'occupe notamment de gérer les examens et les diplômes du DELF. Enfin, le CECRL dont je parlais avant, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Vous pouvez aller voir sur ce site et consulter notamment les descripteurs des niveaux pour comprendre mieux ce que l'on attend des candidats à chaque niveau, et donc en particulier ici pour le DELF B2, et consulter donc ces descripteurs pour chaque compétence. Donc, ceci dit, passons plus concrètement. Qu'est-ce que c'est que ce niveau B2? Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, c'est surtout pour ceux qui abordent pour la première fois le DELF, peut-être il y en a parmi vous. Le niveau B2, c'est donc le niveau B, l'utilisateur indépendant, et ici, le 2, c'est-à-dire le niveau avancé. C'est pourquoi il vous est demandé, il est demandé à vos élèves d'être capables d'exposer ces idées et opinions, mais aussi de les défendre, vous voyez, avec pertinence, en fournissant explications et arguments. Il faut aussi être capable d'expliquer un point de vue sur un problème en donnant les avantages et les inconvénients, et être capable d'argumenter avec conviction sur des sujets complexes, mais aussi réagir de la même façon aux arguments d'autrui. Il faut être capable d'utiliser avec efficacité une grande variété de mots de liaison pour marquer clairement les relations entre les idées. Il faut être capable de vous exprimer avec assurance, clairement et poliment dans un registre formel ou informel, approprié à la situation et aux personnes concernées. Donc, on met en avant la capacité à exprimer un point de vue de manière organisée et de manière argumentée. On peut donc passer maintenant à la production orale, le cœur de notre thématique d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir dans la section dédiée à la production orale du manuel, dont je vous ai mis la couverture en tout petit DELF B2. Donc, dans la section dédiée à la production orale, vous trouvez 3 catégories. La partie découverte, c'est la partie entraînement et la partie évaluation. Nous allons nous intéresser à la partie entraînement.
cet entraînement est subdivisé en deux parties, deux étapes, qui sont les deux étapes de la production orale. La première, le monologue suivi, et la deuxième, la partie B, l'exercice en interaction, autrement appelé débat. Pardon. Voilà. Donc, ici, vous voyez ce document qui s'occupe de vous expliquer le déroulement de l'épreuve. C'est ce document que trouve le candidat le jour de l'examen et il lui précise donc ce qu'il doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous tirez au sort deux sujets, vous en choisissez un. Ensuite, vous disposez de 30 minutes de préparation. Lors de la passation, les deux parties s'enchaînent. Ça, c'est important. Il n'y a pas de pause entre le monologue suivi et l'exercice en interaction, la partie 1 et la partie 2. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ici? C'est que avant de passer devant les examinateurs, le candidat a 30 minutes de préparation. D'accord? Pour préparer évidemment son épreuve avant de passer devant les examinateurs. Mais il prépare quoi? Si vous voyez les éléments que j'ai soulignés, vous pouvez vous rendre compte qu'il doit préparer le monologue suivi, puisqu'on a avec préparation. Donc, pendant les 30 minutes de préparation, il va s'occuper du monologue suivi. Donc, l'exercice en interaction se fera sans préparation, juste après avoir terminé le monologue suivi. Puisque, en effet, l'exercice en interaction se base notamment sur les questions que va poser le jury. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monologue suivi? C'est la défense d'un point de vue argumenté. Le candidat doit s'exprimer entre 5 et 7 minutes. Vous voyez, c'est souligné en jaune. Et qu'est-ce qu'il doit faire pendant ce temps? Vous dégagerez le problème soulevé par le document que vous avez choisi, puis vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière claire et argumentée. Donc, un discours, une argumentation. Et puis, ensuite, on passera à l'exercice en interaction qui dure, lui, entre 10 et 13 minutes. Alors, voyons un peu plus précisément. Donc, comment se passe cette épreuve? Vous pouvez retrouver des mises en situation du déroulement concret de l'épreuve sur le site compagnon de la collection DELF de la maison d'édition Hachette. Vous avez le lien ici en bas de la diapositive et vous pouvez donc utiliser ces vidéos pour vous-même prendre connaissance et puis aussi bien sûr pour rassurer vos candidats, vos élèves lors de la préparation en classe pour le DELF B2. Et je vous rappelle donc que les deux épreuves s'enchaînent, il n'y a pas de véritable pause entre les deux parties de la production orale. Voilà. Alors, pendant cette épreuve, quand nous sommes devant les correcteurs, les examinateurs, qu'est-ce qu'ils font? On va essayer un petit peu de rassurer nos élèves les plus timides, les plus angoissés. Alors, tout d'abord, les correcteurs, les examinateurs accueillent le candidat, lui expliquent le déroulement de l'épreuve pour bien être sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde et demandent le numéro du sujet qu'a choisi le candidat de manière à être bien en phase avec le sujet. Et puis, ensuite, les examinateurs prennent des notes pendant que le candidat s'exprime. Ils prennent des notes sur les idées qu'il expose et des exemples. Ensuite, il va s'occuper de remarquer les éléments linguistiques et structurels qui sont positifs mais aussi négatifs, de manière ensuite à pouvoir revenir sur ce qui a été dit une fois que le candidat est parti pour procéder à l'évaluation. Ensuite, au moment de l'interaction, après le monologue suivi, l'examinateur va poser des questions, il va faire un véritable dialogue avec le candidat. Qu'est-ce que l'examinateur ne fait pas? Il faut remarquer que l'examinateur n'évalue pas l'opinion personnelle du candidat, surtout pas. Il évalue par contre la manière dont le candidat va exprimer cette opinion et de la manière dont il va la défendre.
Donc, nous ne devons pas préparer nos élèves à une opinion, je dirais, passe-partout. Nous avons autant à les inciter à être authentiques, à défendre leur véritable idée, leur véritable opinion personnelle sur la thématique et le problème que pose le document. Il ne faut pas avoir peur d'être mal jugé par les examinateurs, c'est pas là la question. Ensuite, les examinateurs essayent par leurs questions, surtout lors du débat, de permettre au candidat d'exprimer tout son potentiel. Hein. Donc, parfois, les examinateurs sont portés à contredire l'opinion du candidat. Il ne faut pas surtout comment dire, s'effrayer de ça. C'est donc pour permettre au candidat, encore une fois, de défendre son opinion, de la nuancer, pourquoi pas en acceptant le point de vue développé par l'examinateur, et donc pour nuancer, préciser, renforcer son opinion. Enfin, évidemment, s'il s'agit d'un examen, les examinateurs ne fournissent pas d'aide linguistique. Ils laissent par contre le temps au candidat de reformuler, de trouver les mots, de trouver une alternative. Eugénie, est-ce que je peux juste ajouter une chose? Je trouve que c'est pas bête d'aider les élèves à savoir à l'avance qui ils auront en face. C'est-à-dire, ce n'est pas des ogres, c'est des personnes qui sont là pour accueillir, Tout à pour fait. noter ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et j'aime beaucoup l'expression, pour les aider à exprimer tout leur potentiel. Je pense que surtout dans la partie de débat, ils sont là Mhm. vraiment pas euh, pour mettre les élèves en difficulté, mais vraiment Non, pour absolument. faire en sorte qu'ils expriment tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils peuvent exprimer quoi, par rapport à la thématique dégagée. Voilà. Exactement. Parfois, on oublie un point important dans disons, le stress de l'expression de soi pendant le monologue, et l'examinateur va nous permettre de l'exprimer. On peut d'ailleurs nous-mêmes dire, ah, excusez-moi, j'ai oublié d'exprimer un point que je trouve important. Et puis, donc, les examinateurs euh, oui, vont nous aider, voilà, vont nous diriger par leurs questions. C'est pour ça qu'il faut bien écouter les questions. Ils vont nous diriger dans une expression particulière, voilà, un point de vue que nous n'avons pas peut-être encore abordé, une manière à pouvoir exprimer tout notre lexique, toute notre grammaire, si je puis dire. Voilà. Euh, alors, je reprends. Merci Nicolas Merci, merci. d'avoir insisté sur ça. Alors, la première partie de l'examen. Donc, qu'est-ce que c'est ce monologue suivi? C'est un nom un petit peu, pourquoi pas, effrayant, monologue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le préparer au mieux? Donc, comme vous le voyez, il y a 3 phases importantes, 3 étapes qui sont dégager la problématique, choisir et préparer un plan et produire un discours argumentatif. Il y a certains mots peut-être un peu problématiques, un peu curieux, on va les voir. D'abord, qu'est-ce que c'est donc ce monologue suivi? On reprend ce qu'on a déjà vu avant. Un moment, on va s'exprimer pendant 5 à 7 minutes. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit défendre notre point de vue de façon argumentée. Tout d'abord, comme vous l'avez vu précédemment, il faut dégager le problème soulevé par le document choisi, puis présenter notre opinion de manière claire et argumentée. C'est bien ces 3 points qui sont importants et sur lesquels nous allons revenir. Donc, on parle bien de notre opinion de manière claire et argumentée. Alors, c'est exactement ce que nous demande de faire le niveau B2. Vous voyez, j'ai repris les descripteurs de performance de la production orale qui sont présents dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Vous voyez qu'il y a 3
niveau de performance en dessous du niveau ciblé, le niveau B2, donc qui est celui que nous devons atteindre, et le niveau B2+, si nous avons vraiment une belle capacité. Et nous avons les niveaux complets, mais concentrons-nous sur le niveau, disons, moyen. Il n'y a pas d'aspect négatif ou péjoratif dans ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, j'ai fait un petit focus. Le candidat peut présenter la problématique soulevée par la tâche au moyen d'une brève introduction. Donc, on parle bien d'une problématique. Peut donner son point de vue en s'appuyant sur des arguments comptés et en fournissant des exemples pertinents pour soutenir ses propos. On a bien l'aspect argumenté. Et enfin, peut produire un discours en général bien organisé utilisant des connecteurs. Donc, l'aspect, cette fois-ci, bien structuré dont on parlait avant. Nous répondons bien au descripteur de performance du niveau B2 par l'exercice du monologue suivi. Oui, Eugénie, Alors, est-ce que tu peux revenir une seconde sur la diapo précédente? Je voulais juste préciser, insister sur un point, c'est-à-dire que cette description de performance est bien celle qui est utilisée lors de la correction des épreuves. Donc, oui, les élèves seront évalués exactement sur ces trois éléments que tu viens de lister. C'est ceux que les correcteurs doivent évaluer. Donc, si l'élève peut présenter la problématique, donner son point de vue, etc., avec des exemples, et produire un discours bien organisé en utilisant des connecteurs. Donc, c'est bien les critères d'évaluation de l'épreuve du candidat au DELF. oui, tout à fait. Voilà. Oui, exactement. Oui, le petit mot évaluation est petit mot, mais c'est très important, vous avez raison, d'insister sur ce fait. Ce sont vraiment les critères d'évaluation, donc sur lesquels nous devons nous préparer et être au point. Alors, donc, pourquoi préparer une argumentation? Ce dont parlait Nicolas en introduction, en Italie, nous ne sommes pas habitués à ce type d'exercice. Alors, pourquoi? Pourquoi une argumentation? Bien, parce que c'est la tradition française, hein, tout simplement. C'est un peu l'esprit cartésien qui organise sa pensée, et c'est ce que les petits Français apprennent à faire durant tout leur parcours scolaire. Pour nous, c'est naturel d'organiser méthodiquement notre réflexion. Ensuite, c'est donc utile pour comprendre les discours qu'on rencontre dans les médias, notamment les discours de la sphère politique, mais pas uniquement. Et bien sûr, pour prendre part à ces débats de société, hein, nous devons pouvoir défendre notre opinion lorsque ça devient nécessaire, et puis comprendre ce qu'on nous dit. Ensuite, eh bien, évidemment, il faut respecter les descripteurs de performance, donc les critères d'évaluation que nous venons de voir, qui sont ceux qui uniformisent aussi les certifications pour toutes les langues. Et puis enfin, c'est très souvent ce type d'argumentation, ce type de production écrite et orale, l'argumentation, c'est un exercice type qui est demandé au niveau du lycée et au niveau universitaire. Donc, il faut préparer vos élèves à rencontrer ce type d'exercice lors de leur prochain séjour Erasmus, lors de leur stage en France, par exemple. Voilà, donc c'est ce genre de pensée qu'ils vont rencontrer en France et dans les pays francophones. Alors, donc, la première étape, la problématique, savoir dégager la problématique. Alors, d'abord, j'ai posé une petite question. Vous avez dit dégager, un peu comme vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Vous avez dit dégager. Que signifie le verbe dégager? Eh bien, ça signifie tout simplement prouver, extraire ou même deviner. Donc, on va deviner, on va trouver la problématique. Mais c'est quoi une problématique, hein? Alors, la problématique, c'est une question qui soulève un problème ou plusieurs problèmes du même type et provoque un débat. La problématique entraîne une réflexion. Voilà, donc il s'agit d'un problème qui est exposé sous forme de question.
Donc, il faut essayer de comprendre le problème exposé par le sujet, le texte, le sujet choisi par le candidat. Le candidat ou l'élève devra répondre à cette problématique, cette question, lors de sa réflexion de façon argumentée. Est-ce que c'est donc un peu plus clair, j'espère? C'est donc un problème, sous forme de question, la problématique. C'est un problème qu'on va comprendre à partir du texte. Donc, comment on va comprendre le problème posé par le texte? D'abord, on continue à agir de manière cartésienne, on procède par étapes. On va commencer par lire le titre. C'est bien le titre du sujet choisi, c'est important. Il va nous permettre de trouver la thématique générale du document. Alors, est-ce qu'il s'agit de politique, de société, d'éducation, de numérique? Ensuite, on va souligner, on va repérer, souligner, entourer, surligner les mots-clés du titre. Alors, très souvent, on ne doit pas chercher midi à 14 heures. Le titre affiche clairement la thématique. Hein. Il est révélateur de la thématique. Il n'y a pas de piège. Rassurez vos élèves. Hein. C'est assez évident de ce point de vue. Donc, on a vu le titre et on a repéré les mots-clés. Par exemple, pour prendre le sujet du manuel Hachette, que vous retrouverez à la page 116, ici le titre est en gras. Climat, comment les jeunes générations se détournent des institutions. C'est très simple, là la thématique est donnée, c'est le climat, comme j'ai souligné en rouge. Donc, l'environnement, l'écologie. Ensuite, les mots-clés. Ces mots-clés répondent un peu aux questions qui, quoi, où, quand. Donc, les jeunes générations, hein, qui, les institutions, et quoi se détournent. Alors, ça nous donne déjà une première précision sur la thématique du document. De faire ce travail, j'imagine que vous avez, pour la plupart d'entre vous, l'habitude de le faire. Alors ensuite, évidemment, on va passer à la lecture du texte. Pourquoi? Pour vérifier que la thématique est bien la même que celle évoquée par le titre. C'est la même, avec la même précision. Alors bien sûr, on peut le lire au moins 2 fois, calmement. Alors, pour extraire cette fois-ci, pour trouver la problématique, eh bien, on va encore procéder par ordre, hein, toujours cet esprit cartésien. On va relire le document et on va s'attacher à souligner les mots-clés, les mêmes mots-clés du titre, évidemment, hein, et puis d'autres qui nous semblent importants et qui répondent aux fameuses questions qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi. D'accord? Et on va essayer de connecter les mots-clés du titre et les mots-clés du texte. Ensuite, il faut s'interroger sur le problème soulevé par le document. Hein, on peut questionner les liens entre les différents éléments que nous avons soulignés, trouver les implications. Quelle réponse ou quelle réflexion amène déjà le texte, d'accord, pour la thématique que nous avons sous les yeux. Et vous voyez un petit peu, en suivant, en reprenant le document que nous venons de voir, j'ai souligné des mots-clés. Alors, par exemple, vous voyez en violet, le verbe se détourne, je l'ai retrouvé dans l'expression le manque de confiance de plus en plus fort. Donc, se détourne. Les institutions, on peut les retrouver dans le texte par les mots, le sigle, l'ONU ou les gouvernements du monde entier. Le comment se retrouve dans les expressions action plus radicale.
donc c'est en pointillé, n'est-ce pas? Dans mobilisation, dans porter plainte, donc les différentes façons de réagir des jeunes générations. Donc, je connecte entre eux les mots-clés. Alors, ensuite, techniquement, on a trouvé normalement le problème soulevé par le document, qui serait les jeunes générations ont choisi d'autres manières de lutter pour faire bouger les choses en matière d'environnement. Alors, comment je vais composer ma problématique? Eh bien, elle doit prendre la forme d'une question. Alors, la question peut être directe, avec l'intonation, ou alors indirecte. Vos élèves peuvent dire « Je me demande si je me pose la question de savoir comment, pourquoi les jeunes générations. » Et ensuite, à eux de trouver la problématique. Il faut que cette question, elle soit claire et concise, justement, puisqu'il va falloir exprimer notre point de vue de manière argumentée et claire. On ne doit pas poser 10 questions différentes, mais bien une seule question qui va, une seule question à laquelle on va répondre. Alors, quelle serait, selon vous, la problématique liée à ce document? Alors, avant que peut-être Nicolas reprenne la main, s'il veut bien, je vais lire le texte et puis vous répondrez à l'aide d'un outil à cette question. Quelle serait, selon vous, la problématique liée à ce document? Alors, Oui, donc voilà, une oui, seconde, Eugénie, juste pour donner une information technique. Alors, Eugénie va lire le document, nous le lirons avec elle, et puis à travers un outil qui s'appelle Mentimeter, je vous proposerai de flasher l'écran avec votre smartphone, un QR code, et ce QR code vous amènera à une page où vous pourrez taper votre réponse et nous la verrons à l'écran. Et le but est de voir nos réponses à tous à cette question. Quelle est selon nous la problématique liée à ce document? C'est la question que devront se poser les élèves quand ils auront devant eux ce document-là lors d'une passation d'examen DELF. Nous allons faire l'exercice à leur place. voilà, oui, en effet. Vous allez faire l'exercice à la place de vos élèves, vous mettre à leur place. Voilà. Alors, le texte dit « Climat, comment les jeunes générations se détournent des institutions ». En matière d'engagement écologique, les jeunes générations se tournent désormais vers des actions plus radicales. Sydney, Séoul, New York, Paris ou encore Berlin. Vendredi 20 septembre était la date des nouvelles grandes grèves mondiales pour le climat, appelant à des prises de décision immédiates et durables de la part des gouvernements du monde entier pour freiner le dérèglement climatique. D'une ampleur variable, selon les pays, la mobilisation avait lieu quelques jours avant un sommet sur le climat organisé par l'ONU le 23 septembre pour concrétiser et accélérer les actions visant à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique. Un événement au cours duquel 16 jeunes engagés pour la défense de l'environnement ont annoncé porter plainte contre 5 pays pollueurs pour non-respect d'une convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. Inédite, une telle action témoigne du manque de confiance de plus en plus fort des jeunes générations envers les institutions en matière d'écologie. Donc, à vous de trouver la problématique liée à ce texte. Donc, le problème. Sous forme de Voilà. question. Alors, je demande à Stéphanie de me passer le contrôle de l'écran. Merci. Voilà. Alors, vous pouvez flasher l'écran et taper quelle est selon vous la thématique de ce texte. Oui, la problématique. Pardon, la problématique. Désolé, je faisais trois choses en même temps. La problématique.
Alors, vous n'avez qu'à flasher avec votre téléphone le QR code et vous pouvez taper directement votre réponse, qui en fait est une question. Exactement. Alors, si vous ne voyez pas tout de suite l'écran de la question, vous pouvez cliquer sur passer à l'étape suivante. C'est ce qui vous permet d'accéder à la question. Étape suivante, voilà. Vous pouvez même proposer plusieurs réponses, hein, en taper plusieurs. Voilà, nous voyons s'afficher les premières réponses. Le manque de confiance des jeunes envers les institutions. Est-ce que la mobilisation des jeunes peut se révéler plus efficace que celle des institutions? Les jeunes se détournent-ils des institutions liées à l'environnement? Le manque de confiance des jeunes, je vais cacher le QR code pour pouvoir lire. Le manque de confiance des jeunes envers les institutions en ce qui concerne l'environnement. Est-ce que le changement climatique est important pour les jeunes? Comment les jeunes réagissent-ils à leur manque de confiance dans les institutions pour sauvegarder l'environnement? L'argument, c'est le dérèglement climatique. Les jeunes ont peu de confiance envers les institutions et ils organisent des actions plus fortes pour démontrer. Pourquoi les jeunes se détournent-ils des institutions face au combat pour le climat? Pourquoi les jeunes générations n'ont pas confiance en les institutions en matière d'environnement? Le désenchantement des jeunes générations à l'égard des institutions politiques. Les jeunes n'ont pas de confiance envers les institutions. Le manque de confiance des jeunes envers les institutions en ce qui concerne les problèmes de l'environnement. Je ne sais pas si on arrivera à tout lire parce que Alors, heureusement vous réagissez vite et vous c'est écrivez très bien, vite. voilà. Voilà. Merci. Donc, la première chose qui me viendrait à l'esprit de dire, c'est que il faut donc poser une question. Il faut une question à laquelle on va donc répondre dans notre argumentation. Donc, il ne faut pas faire une affirmation. Je pense que techniquement aussi, pour aider à l'argumentation, il vaut mieux poser une question, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, si on revient, euh, par exemple, euh, comment les jeunes montrent leur mécontentement face à la manière d'agir du gouvernement sur les problématiques liées à l'environnement. Donc, sur le comment, eh bien, on a déjà des réponses dans le texte. Donc, il manquerait peut-être un aspect au problème. Euh, peut-être si Nicolas remonte un peu. Oui, bien sûr. Il y avait une question là, oui, comment les jeunes vont se mobiliser? Eh bien, nous le voyons déjà. Tu veux que je revienne au début? Oui, voilà, merci. Voilà. Alors, une question intéressante, mais de la même manière, on a des réponses dans le texte. Comment les jeunes réagissent-ils à leur manque de confiance dans les institutions pour sauvegarder l'environnement? On le voit, on nous donne des exemples dans le texte, mais de la même façon, il manquerait peut-être un argument, une idée, Voilà. un À mon aspect. avis, on a peut-être un éventail déjà assez large de Oui, propositions de alors, réponses. ce que je Si tu peux es peut-être, d'accord, oui, vas-y. oui,
Non, je voulais justement donner, par exemple, des questions qui ne sont pas bonnes, si je Oui, puis le faire. Pourquoi pas? vas-y. Par exemple, de mon expérience, j'ai eu en classe des élèves qui m'ont dit, est-ce que le changement climatique est si important? Ben, ce n'est pas la question qui est posée ici, parce qu'on va oublier, par exemple, le rôle des jeunes et des institutions. Et c'est un peu, beaucoup même, hors sujet ici. Comment les jeunes manifestent leur colère? On en a lu ici. Les réponses sont dans le texte. Et on va s'enfermer dans un aspect sans argumenter. Puisque là, on n'interroge pas sur la validité de leur réaction. Pourquoi les actions violentes sont inutiles? De la même façon, ce n'est pas la thématique ici, ce n'est pas le problème de l'utilité ou de l'inutilité des actions violentes. Donc, il n'y a pas forcément d'actions uniquement violentes. Ici, on parle de mobilisation, par exemple, de porter plainte. Donc, ce ne sont pas des actions violentes. Vous voyez ça, ça devient un peu hors sujet. Parce qu'on peut donner une solution qui n'est pas la seule, hein. C'est une à laquelle on peut penser et qui m'a été proposée en classe. Qu'est-ce que vous en dites? Amandine, Nicolas, vous êtes Bien d'accord? sûr, tu Oui, veux reprendre l'écran déjà? oui. Alors, je ne l'ai pas écrit sur l'écran, mais je veux bien, si Stéphania, Ah, évidemment, me donne merci. la possibilité. Merci. Merci d'avoir participé aussi nombreux et nombreuses à ce sondage. Alors, une possibilité que personnellement j'aime beaucoup, c'est pourquoi les jeunes sont de plus en plus radicaux pour défendre l'environnement. Ça nous permet de nous interroger sur donc les actions et puis le problème ressenti par les jeunes face aux institutions. Et donc, je pense qu'on peut couvrir toute la thématique de cette façon. Alors, une fois que, excusez-moi, je me remets à la manette, aux manettes. Une fois qu'on a donc, vous avez testé sur vous-même comment trouver une problématique, donc bien sous forme de questions, vous pouvez, grâce à des activités régulières d'entraînement, justement entraîner vos élèves avec le manuel Hachette qui propose 27 sujets par mois. C'est déjà beaucoup, 27 sujets dans le livre à partir donc de la page 122. Ces sujets sont classés par thématique, ce qui nous permet d'utiliser un lexique particulier ou de réviser ou d'introduire même s'il nous manque. Et donc, vous voyez par exemple ici les 3 sujets sur la double page qui sont présents dans la catégorie numérique que vous voyez toujours présente au début des sujets. Les jeunes sont-ils surexposés aux écrans? Le sujet numéro 2, stress et réseaux sociaux. Le numéro 3, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Donc, ce sont bien 3 catégories, 3 sujets différents, mais toujours sur la même thématique, le numérique. Donc, les écrans, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle est un sujet très actuel, n'est-ce pas? Alors, Oui, disons que donc, comme ces disait activités, Eugénie, effectivement, pour trouver des bonnes problématiques, l'important c'est de s'entraîner. Il y a pas d'autre, il y a pas de secret, on va dire, pour trouver une bonne problématique. Plus on s'entraîne et plus on pose de meilleures questions, on dégage de meilleures problématiques. Donc voilà, de l'entraînement à cela. voilà. Alors, ce sont des activités que l'on peut réaliser en grand groupe ou faire individuellement, bien sûr. Alors, maintenant qu'on a trouvé notre problématique, notre fameuse question, le problème soulevé par le document, il va falloir que nous choisissions et nous préparions notre plan d'attaque pour notre argumentation. Alors, quels sont les différents types de plans?
Alors, beaucoup d'entre vous connaissent très très bien le plan qui sépare les pour et les contre, le plan qui sépare les avantages et les inconvénients. On peut d'ailleurs inverser, contre, pour, inconvénient, avantage. Mais n'oubliez pas les plans suivants, les causes puis les conséquences, les problèmes puis les solutions. En général, on aime bien aussi trouver des solutions possibles qui existent ou en proposer. Et enfin, l'énumération chronologique des faits, c'est aussi une chose qui est faisable. Euh, la chronologie, voilà, on a tendance à l'oublier, mais n'oubliez pas donc comment dire le déroulement d'une action, hein, depuis quand, par exemple, on manifeste contre, enfin, pour l'environnement, comment les manifestations ont changé suivant les époques, par exemple, pour se rapporter à notre sujet du climat et des jeunes. Donc voilà, comment dire, n'abandonnez pas les 3 derniers sujets pour vous concentrer sur les 2 premiers. Les 3 derniers sont aussi tout à fait intéressants. Cause, conséquence, problème, solution et l'énumération chronologique des faits. Alors, une fois que j'ai choisi mon plan, je dois donc structurer mon monologue. Il faut le remplir pour être trivial. Il faut mettre des idées, des arguments et aussi des exemples. Comment je vais faire pour prouver mes arguments et mes exemples? Alors d'abord, je dois situer la problématique. Je sais, moi le candidat, hein, moi l'élève, je dois situer la problématique dans mon environnement. Est-ce que ça me concerne, cette thématique de l'environnement? Est-ce que moi j'ai subi des conséquences du problème soulevé? Est-ce que j'ai été manifestée? Est-ce que le changement de l'environnement me concerne moi-même? Est-ce que le thème du document est un sujet important dans ma vie? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ensuite, est-ce que je suis d'accord avec la position défendue par le texte? Et pourquoi? Je peux ne pas être d'accord. Qu'est-ce que j'en pense finalement? Alors, une fois que je me suis interrogée sur moi-même, je dois présenter mon point de vue et donner des exemples. Alors, un petit conseil, c'est donc de regrouper ces idées et ne pas les mélanger les unes aux autres. Donc, bien se faire un petit tableau pour bien classer ces idées et les exemples. Donc, toujours cet esprit cartésien, vous aurez remarqué, n'est-ce pas? Il faut justement ne pas mélanger, par exemple, avantages et inconvénients. Hein. Et aussi, il ne faut pas rédiger tout de suite les idées, mais plutôt prendre des notes. On n'a pas le temps absolument en 30 minutes de rédiger toute son argumentation. Alors, il faut donc Une aussi… question, pardon Eugénie, excuse-moi de te couper. J'aurais une question à te poser à Oui. ce niveau. Mais Mhm. est-ce qu'il faut déjà tout savoir sur la thématique du texte pour pouvoir aborder l'épreuve du DELF? C'est-à-dire, est-ce que les exemples, les points de vue, les informations que je vais insérer dans mon texte doivent nécessairement être réelles, vraies, et même correspondre à une opinion réelle de ma part? C'est-à-dire, je peux inventer en ce qui concerne les Oui, contenus? bien sûr. C'est ça aussi une chose très, très importante. En effet, je ne dois pas avoir forcément moi-même une opinion ou donner mon opinion, mais justement, j'y arrivais par la suite. Euh, je peux, comment dire, donner une opinion que je connais, dont j'ai pris connaissance. Ça peut être l'opinion commune, hein, sans problème. Puisque de toute façon, comme on l'a vu avant, on ne nous juge pas sur notre opinion. Donc, faut pas avoir peur d'inventer même une opinion, de reprendre l'opinion d'autres. Ce n'est pas du tout un problème. Et je fais avec mes connaissances, surtout, hein, ce qui est dans mon environnement. Je ne dois pas être une encyclopédie. C'est pas le but ici. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Oui, oui, parfaitement. Je ne dois pas être une encyclopédie, c'est-à-dire on n'est pas évalué sur les contenus Non, des informations exactement. qu'on va Voilà, encore écrire. une fois, c'est sur la façon dont on va s'exprimer. Euh, pas sur les contenus et pas sur notre opinion personnelle, l'opinion du moins que l'on va développer. Voilà. Enfin, Euh, il faudra une cohérence dans ce qu'on dit, mais bien sûr, c'est ça qui est le plus important. La cohérence. Donc, justement, euh, où trouver des idées? C'est l'objet du quatrième point. Comment aider vos élèves à élargir leur champ de réflexion pour ne pas peut-être avoir une crise d'angoisse et dire je ne sais pas ce que je pense. Non, tranquille. Comme je dis toujours à mes élèves, vous pensez donc à vous-même, mais vous pensez à votre famille, vous pensez à vos camarades de classe, vos copains en dehors du lycée, hein, au club de sport, en discothèque, je ne sais pas, les gens avec qui vous parlez. Ensuite, on voit de manière plus générale les jeunes de mon pays, les jeunes européens, pourquoi pas, les jeunes d'autres cultures, et pas seulement les jeunes. On peut utiliser des contrapositions, hein, des oppositions. On peut voir aussi ce qu'ont fait nos parents. Et puis, on peut donc aussi, justement, voir les générations passées et futures. Hein. Donc, ne pas se concentrer uniquement sur soi-même, mais pour trouver des idées, des arguments, aller voir un petit peu plus loin et de manière assez simple. Ensuite, le cinquième point, c'est se faire l'avocat du diable. Voilà, il faut oser penser contre sa propre opinion. Donc, comment on fait? On va dire, quelles sont les idées de ces personnes qui ne pensent pas comme moi et qui peut-être m'irritent. Donc, je vais aller voir quels sont les arguments, je vais réfléchir rapidement, et pour ça, il faut s'entraîner en classe. Quels sont les arguments de ceux qui ne pensent pas comme moi? Il faut oser aller, si je puis dire, détailler, décortiquer les arguments, l'argumentaire de ceux qui ne pensent pas comme moi. Et on peut, pourquoi pas, s'aider de la littérature et du cinéma et imaginer comment pensent les personnages de grandes œuvres, de grands films sur la thématique. Encore faut-il pouvoir trouver des œuvres liées, par exemple, à l'écologie. Il y en a, n'est-ce pas? On peut aussi s'interroger sur quels sont les arguments de grandes personnalités dans mon pays ou au niveau international pour aller reprendre leurs arguments. Voilà. Donc, on peut trouver des arguments vraiment partout. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas avoir peur de dire je vais reprendre un argument de Elon Musk. Non, je ne peux pas. Oui, mais vous pouvez très bien. Vous pouvez très bien, on ne va pas juger. C'est pas ça l'évaluation que nous allons donner. Alors, ensuite, un argument demande un exemple. N'est-ce pas? Chaque argument, chaque idée, un argument-idée, c'est un peu la même chose. Vous allez devoir donner des exemples pertinents, des exemples qui vont servir votre argument, qui vont l'illustrer, hein, le rapporter à la réalité. L'exemple, encore une fois, c'est comme l'argument, l'exemple, il peut être vrai, mais aussi vraisemblable, c'est-à-dire il pourrait être vrai, mais qu'il ne l'est pas. Vous pouvez l'inventer. Ça peut être une chose qui est arrivée à vous-même ou à quelqu'un d'autre, et vous pouvez le rapporter à vous-même, par exemple. Hein. Donc, c'est de mon vécu. C'est des exemples communs à l'espèce humaine, je pourrais dire, des exemples partagés. Ça peut être des exemples que vous prenez dans votre culture. Encore une fois, les films, les livres que vous avez lus, et vos passions, voilà, vos passions, pourquoi pas. Donc, osez, voilà, osez donner des exemples qui ne sont pas uniquement les vôtres. Alors, ensuite, on a tous nos arguments, on a tous nos exemples, on sait quel plan on va faire. Maintenant, il faut donc produire le discours argumentatif. Que vais-je dire dans ma présentation? Comment le dire surtout? Dans quel ordre? Alors, les éléments essentiels pour produire un discours argumentatif,
il faut donc ces 4 points, l'introduction, le développement, la conclusion, donc vraiment l'organisation de ma réflexion, et puis savoir qu'il faut mobiliser le lexique, mobiliser la morphosyntaxe, plus communément appelée la grammaire, et utiliser des articulateurs, des connecteurs. Alors, on va voir chaque point un peu plus en détail. En ce qui concerne l'organisation, les étapes de ma réflexion. Donc, je vais commencer évidemment par l'introduction. Comment? Eh bien, je dois introduire le thème, la thématique sur laquelle je vais m'exprimer. Donc, la thématique générale. Par exemple, ici, on a vu le climat. Donc, je peux dire, le texte que j'ai lu traite de la thématique du climat, tout simplement. Et puis, je vais petit à petit me concentrer sur ma thématique plus précise. On a vu donc les jeunes, comment les jeunes générations se détournent des institutions. Je peux reprendre le titre, je peux en quelques mots l'expliquer. Mais je ne dois pas faire une analyse du texte que j'ai lu, absolument pas. Hein. Il doit être assez synthétique pour arriver à annoncer, à dire la problématique soulevée par le sujet choisi, j'entends le texte que j'ai lu. Donc, la problématique, c'est, je me demande pourquoi les jeunes sont de plus en plus radicaux pour défendre l'environnement. Ou alors, nous pouvons nous poser la question suivante. Pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus radicaux pour défendre l'environnement? Une question au discours direct ou au discours indirect. Une fois que j'ai posé ma problématique, je dois annoncer le plan, les étapes que je vais parcourir pour répondre à cette problématique. Je dois emmener les examinateurs, nous devons être main dans la main le long de ma réflexion. Et donc, je vais leur dire, pour répondre à cette question, nous allons voir tout d'abord les problèmes que rencontrent les jeunes avec les actions pour la sauvegarde du climat et dans un deuxième temps, les solutions qui sont possibles, tout simplement. Et vous avez entendu, j'ai utilisé dans un premier temps, dans un deuxième temps. Et donc, je donne un ordre. Les examinateurs, si c'est possible, doivent pouvoir prendre le squelette de votre réflexion, de la réflexion des candidats. Alors, une fois que j'ai dit mon introduction, avec la présentation du plan, je passe au développement. Le cœur de ma réflexion, c'est là que je vais donner mes arguments et mes exemples. Donc, ma réflexion doit vraiment être organisée. Je peux faire sur mon brouillon un tableau, par exemple, comme vous le voyez ici, un tableau récapitulatif. Donc, dans ma première partie, je vais mettre les pour, dans ma deuxième partie, les contre, ou alors les causes et puis les conséquences, ou alors les avantages et les inconvénients, ou tout autre plan que vous aurez choisi, que vos élèves auront choisi. Et puis ensuite, toujours l'esprit cartésien, je donne un argument ou une idée, c'est un peu la même chose, je vais donner un exemple qui va illustrer, qui va concrétiser cet argument, qui va le rendre réel. Et je continue. Un autre argument, deuxièmement, ensuite, je donne l'argument 2, je l'illustre, l'argument 3, etc., je l'illustre. Bon, on peut se limiter à 3 arguments et donc les exemples qui s'y rapportent. Et la même chose dans la seconde partie. Encore une fois, je vais donner à chaque fois un argument et un exemple. Alors, pour que tout ça fonctionne correctement, il faut bien marquer les relations entre les idées. C'est-à-dire que des idées peuvent être les mêmes, et donc on va dire tout simplement et ensuite, ou elles peuvent s'opposer. Donc il va falloir marquer cette opposition avec des connecteurs. Par contre, en revanche, et puis, pour que tout ça soit bien fluide, je dois faire des transitions toutes simples. Par exemple, après avoir vu les avantages
de cette question, de ce problème. Passons maintenant aux inconvénients. Voilà. Nous n'en demandons pas plus. Si on sait faire mieux, très bien, mais nous n'en demandons pas plus. Et puis, vous voyez le grand signe, attention, là vraiment, soyez tous attentifs, toutes et tous. C'est dans cette partie, le développement, que doit être présente l'opinion que je développe, n'est-ce pas? Puisque l'argumentation, c'est l'expression de mon point de vue en répondant à la question. C'est en ça que consiste le monologue suivi. C'est ça que nous évaluons. Donc, elle ne peut pas être présente ailleurs, l'opinion. Elle doit être présente dans l'expression de l'opinion, je pense que, à mon avis, selon moi, etc., dans les adverbes ou les adjectifs que vous choisissez pour exprimer vos idées et dans l'expression de vos exemples. D'accord? Si je peux me permettre une petite comparaison bien italienne, moi j'aime dire à mes élèves, l'opinion, ça doit être comme le parmesan sur un plat de fusilli al pomodoro. Vous voyez, pam, 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 vous le mettez partout, d'accord? J'espère qu'elle n'est pas trop mal choisie, cette comparaison, et que ça vous aide peut-être à mieux comprendre ici Non, l'importance de bien mettre. elle est super cette comparaison. Elle est calzante, cette comparaison, Eugénie. Et surtout, voilà, l'opinion doit être bien là. Elle doit pas être dans la conclusion, comme on voit souvent en Voilà, Italie, n'est-ce pas? Voilà, donc, voilà, en j'insiste effet, énormément sur ce Gillian, point. exactement, hein, ce n'est pas une troisième partie. Très souvent, on a des élèves ou des candidats même, qui nous annoncent très bien dans l'introduction, et tout d'un coup, et dans la troisième partie, je dirai mon opinion. Non, 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 pas du tout. Votre opinion, c'est ce que vous défendez tout le long de votre argumentation. Donc, pas de partie dédiée à l'opinion. Sinon, on se demande pourquoi on a eu les deux premières parties. Hein. C'est pas l'objectif de l'exercice. Hein. Sinon. Oui, Alors, donc justement, je profite de cette petite digression pour introduire une question qui arrive des enseignants qui participent. On nous demande s'il faut nécessairement présenter 3 arguments. euh, alors, 3, c'est un petit peu le chiffre 3, c'est un peu notre chiffre préféré dans le raisonnement français, mais on peut avoir 2 arguments s'ils sont suffisamment étoffés, suffisamment importants, bien discutés, bien détaillés. Et on fait 2-2 ou 2-3 ou 3-2, si je puis dire, ça fait un peu match de football, mais bon. Mais surtout, éviter d'avoir beaucoup d'arguments pour éviter l'effet catalogue. Il vaut mieux 2 ou 3 arguments par partie, bien expliqués, et c'est suffisant, je dirais. Hein. On veut pas une liste, un catalogue comment dire, d'arguments qui défendent les pour, les causes, les avantages, par exemple. C'est surtout aussi éviter un déséquilibre parce que vous avez peut-être 10 arguments qui donnent les causes et 5 arguments ou 3 ou 2 pour les conséquences. Donc, on va essayer de juger quels arguments sont les plus importants, ceux qui sont fondamentaux pour bien donner mon point de vue, pour bien défendre finalement mon point de vue. Donc, si on a beaucoup d'arguments, essayons de voir ceux qui sont les plus importants. Peut-être qu'on peut en conserver ensuite pour le débat. N'oubliez pas cette question du débat ensuite. Merci. Merci pour la question très intéressante. Alors, on a fait notre gros développement. Et puis, en effet, on arrive à la conclusion. Donc, la conclusion, c'est un vrai temps à part. La même chose, ce n'est pas une troisième partie. C'est une partie finale, une partie où on va ralentir notre rythme. C'est la synthèse de ce qui vient d'être dit. Elle va servir à répondre à la problématique. On va finalement dire, donner la réponse à notre question. Et puis, surtout, on ne donne plus son opinion. Hein. C'est ce que disait Amandine. En effet, l'opinion n'est pas dans la conclusion. La conclusion n'est pas mon opinion.
on peut ensuite éventuellement faire ce qu'on appelle, pardon, une ouverture sur une autre problématique. Pourquoi pas? On peut imaginer aussi un autre problème lié, dans notre cas ici, à l'environnement. Un autre problème lié donc à la thématique. Est-ce qu'il y a un autre problème qui me préoccupe? Est-ce que la thématique que j'ai traitée, ici le climat, c'est la seule thématique qui m'angoisse, qui me préoccupe? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importantes et pourquoi? Hein? Alors évidemment, on ne répondra pas. C'est juste une ouverture pour initier, pourquoi pas, le débat. Je vais peut-être pouvoir répondre à la question que je pose dans le débat. Donc, il faut peut-être se préparer un petit peu, faire attention à la question qu'on va poser, se préparer à y répondre. Hein. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir être capable de faire un lien avec un autre problème ou un lien avec une autre thématique. Ensuite, il est important aussi de ne pas apporter dans cette conclusion de nouveaux arguments. Donc, comme je vous disais, on a terminé notre argumentation, on va faire la synthèse, mais dans l'ouverture que l'on propose, on ne commence pas à argumenter. On s'arrête. C'est juste une question pour favoriser la suite des échanges. Éventuellement, nous voyons ça de temps en temps, on annonce qu'on a terminé et qu'on est disponible pour répondre aux questions du jury. Pourquoi pas? C'est une bonne transition aussi. Donc, n'hésitez pas à dire à vos élèves de faire ça. C'est tout à fait possible et bienvenu. Alors, donc on est arrivé à la conclusion. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous devons montrer toutes nos compétences et en particulier la compétence lexicale. Alors, Eugénie, pardon, excuse-moi, mais nous avons reçu quelques questions concernant la conclusion et l'opinion. C'est-à-dire, certains enseignants nous demandent pourquoi la réponse à la problématique n'est pas l'opinion du candidat. Est-ce que ce n'est pas la même chose, une réponse à une problématique et donner son opinion? alors, ce que je voulais dire là, c'est ce qu'a dit en réalité Amandine, c'est que dans la conclusion, je ne vais pas finalement donner mon opinion. Un peu comme je me libère après mon argumentation, finalement, je donne mon opinion. Non, l'opinion, je l'ai donnée tout au long de l'argumentation. Donc oui, vous avez raison. La réponse à la problématique, c'est finalement mon opinion. Mais mon opinion, elle a déjà été comprise par les examinateurs avec mon argumentation, avec mon développement. Je vais juste réaffirmer, confirmer ce que ont compris les examinateurs avec mon développement. Tout simplement. C'est une espèce je me répète finalement, je le dis d'une autre façon peut-être, j'essaye de trouver une alternative, mais je vais confirmer voilà, l'opinion que j'ai défendue tout au long de mon argumentation. L'important, pourquoi pas d'opinion? Non, ce n'est pas une troisième partie, ce n'est pas une partie uniquement où je donne mon opinion et des nouveaux arguments et des nouveaux exemples pour justifier. Non. La conclusion, c'est, comme son nom normalement l'indique, c'est j'ai terminé. Voilà, donc si vous n'aviez pas compris correctement, je vous dis, finalement, donc pour répondre à la question que j'ai posée dans mon introduction, les jeunes sont de plus en plus radicaux parce qu'ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante de la part des institutions. Stop. Et je n'ai pas besoin d'en dire plus. Et je ne vais plus argumenter, je ne vais plus donner d'exemple parce que je l'ai déjà fait avant, dans le développement. Voilà. Et voilà. Merci. Non, mais il ne faut pas oublier non plus la durée totale de cette partie de l'épreuve, parce que on n'a même pas trop le temps de redonner son opinion.
Exactement, exactement. On risque d'être coupé même par les examinateurs très gentiment. Hein, bien sûr, on n'est jamais violent, c'est pas le but. Mais quand nous voyons que nous arrivons à 7 minutes, maximum 8 minutes, et qu'on n'arrive pas à la conclusion, ou que la conclusion est devenue une quatrième partie, alors on va demander, on va dire, redemander de conclure. D'accord? Euh, Non, parce qu'on pourra, comment dire, tu nous as donné des détails très intéressants sur la façon dont il faut construire cette argumentation et ce monologue à la fin, mais il faut jamais oublier qu'il s'agit de 5 à 7 minutes d'épreuve. Donc, exactement. oui, il vaut mieux que ce soit bien construit parce que ça doit être rapide. Et donc, la conclusion, ça doit être une phrase, en fait. Voilà. Voilà, exactement, exactement. C'est vrai que on ne se réfère pas suffisamment, ou je ne me suis pas suffisamment référée au temps de passation qui est assez bref. Et c'est donc pour ça aussi que il est important que les enseignants soient au courant du déroulement de l'épreuve et de comment il faut bien la réaliser pour que les élèves soient bien préparés. Que ce soit pas une surprise le jour de l'examen et se voir interrompre euh, par les examinateurs, peut-être être frustré à un moment. Donc, ce serait dommage. C'est le but aussi de ce webinaire. Voilà, éviter d'être coupé à la fin. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Nicolas? Oui, mais on les verra peut-être plus tard parce que D'accord, on va d'accord. Oui, terminer il cette faut avancer, partie. en effet. Donc, à propos de la compétence lexicale, vous voyez, j'ai pris encore une fois les descripteurs de performance. Le candidat doit utiliser de façon adéquate, donc le bon mot au bon moment, une large gamme donc, de vocabulaire relatif à son domaine d'intérêt. Ici, on parlait donc de l'environnement, par exemple, mais pas seulement, des jeunes, des institutions. Et il peut varier sa formulation de manière à éviter les répétitions. Euh, donc, savoir faire des périphrases, par exemple, savoir trouver des synonymes. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, pour faire ça, on peut faire une liste du lexique. Moi, j'aime bien dire à mes élèves, quand vous avez votre sujet, vous l'avez choisi, vous l'avez lu, vous faites une petite liste de lexique, de mots qui ne sont pas dans le texte et qui feraient joli, qu'il faut montrer. Voilà, il faut montrer votre capacité lexicale. Puisque nous avons travaillé en classe sur le lexique, donc vous devriez être suffisamment apte à fournir une belle qualité de lexique. Alors, on n'a pas le temps de faire des cartes mentales lors de la préparation de l'examen, mais on peut le faire en classe, des cartes mentales. Alors, justement, un exemple d'exercice lexical à faire en classe. Vous savez, les petits exercices 10-15 minutes, on doit avoir du répondant, donc on doit déjà bien connaître notre lexique. Alors, on peut le faire sous forme de débat en répondant à une question assez, disons, assez simple. Par exemple, faut-il interdire le téléphone portable à l'école? Bon, alors, on peut se préparer individuellement et chaque élève va interroger, va répondre pour lui-même, ou on peut se préparer en groupe. Hein. Soit c'est peut-être mieux de travailler, de préparer en groupe. Et le but, c'est d'utiliser la contrainte. Pourquoi? Pour faire utiliser le lexique. Vous allez donc demander à vos élèves de se reporter à la fin du manuel et de choisir les différentes catégories que vous voyez ici en bleu clair. Par exemple, la scolarité, le monde du travail, etc. Et puis de choisir 5 mots de chaque catégorie, de chaque domaine, et puis d'utiliser absolument ces 5 mots pour répondre à la question. Ou alors, vous faites vous-même une liste de mots-clés, et puis vous dites, ben non, c'est un petit peu c'est tabou, si vous voulez, vous ne devez pas utiliser ces mots ou les utiliser une seule fois, et ensuite vous devez absolument essayer de faire différemment, de trouver une solution pour dire la même chose, mais d'une autre façon, donc des synonymes, des périphrases, pour manipuler donc le lexique et s'habituer à trouver des alternatives. D'accord? Donc des petits jeux comme ça, c'est un exemple, il y en a certainement beaucoup d'autres. Très bien.
Ensuite, après le lexique, la morphosyntaxe. Ah, une chose importante, puisque au niveau B2, les candidats doivent montrer qu'ils ont un bon contrôle des structures simples mais aussi complexes et des temps verbaux. On aime bien, on va chercher dans le récit, dans le monologue, des exemples du passé, du présent évidemment, du futur, du conditionnel et du subjonctif. Donc ça veut dire qu'il va falloir utiliser quand même une large gamme de structures simples, mais aussi bien sûr complexes. Alors il n'y a pas uniquement les temps verbaux. J'aime bien dire aussi à mes élèves, vous devez être comme des pans. Vous savez, cet animal qui fait la roue, le mâle, pour séduire sa femelle. Donc, il va falloir montrer tous les ventailles de vos compétences. Donc, vous faire une petite liste, encore une fois, euh, je dois dire un conditionnel, donc faire une proposition, par exemple, ou un subjonctif et mettre une opinion, par exemple. Donc, une petite liste de choses à faire et à laquelle je peux mettre check, check, j'ai fait, j'ai fait. Donc, voilà. Pour au moins avoir fait, donner un exemple de tout ce que je sais faire. Alors, on peut pas tout dire, évidemment, mais on peut pas être exhaustif, mais en dire le plus possible puisque c'est le moment ou jamais, si je puis dire. Ensuite, il faut utiliser des articulateurs et des connecteurs logiques pour rendre fluide, comme on disait avant, hein, emmener les examinateurs, les prendre main dans la main dans notre raisonnement. Hein. Et donc, ça doit être une présentation fluide, cohérente et claire. Et pour cela, on utilise des connecteurs parce qu'ils font le lien entre deux idées, par exemple, entre deux faits, qui soient similaires ou qui s'opposent, et ça permet d'organiser notre discours. Organiser, donc vous avez tout d'abord, ensuite, enfin, par exemple, c'est le classique, le trio classique. Et c'est donc aussi un prérequis du niveau B2. Hein, il faut utiliser une gamme de mots de liaison et d'articulateurs. Encore une fois, si je n'adepte des petites listes, faites que vos élèves se fassent pendant les préparations durant les cours, hein, pas au moment de l'examen, mais se fassent une petite liste d'articulateurs, de connecteurs qu'ils maîtrisent et qu'ils pourront utiliser à coup sûr, dont ils se souviendront au moment du monologue suivi. Alors, ces connecteurs logiques, vous les retrouvez dans notre manuel de préparation DELF B2. Comme pour le lexique, vous pouvez faire un exercice avec une contrainte. Vous choisissez 10 connecteurs pour le discours et puis vous leur demandez de produire leur réflexion avec ces 10 connecteurs ou vous leur demandez à eux-mêmes de choisir 15 connecteurs et puis ensuite de les souligner dans leur production, enfin les souligner à l'oral, dans leur production, peut-être de les faire prendre en considération par les camarades, avec un petit ding à chaque fois qu'un connecteur est utilisé par celui qui fait son monologue suivi. Voilà. Alors, ensuite, après notre monologue suivi, arrive tout de suite, avec une introduction, je veux dire une transition, excusez-moi, une transition faite par les examinateurs, toute simple, que nous passons à l'exercice en interaction. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est cet exercice en interaction, ce grand mot? Eh bien, c'est un dialogue, tout simplement. C'est plus qu'un question-réponse. On essaye de réagir aux affirmations du candidat, mais aussi le candidat aux affirmations des examinateurs. On va demander au candidat de défendre son point de vue. Il va lui être demandé de démontrer sa capacité à réagir de façon spontanée et donc argumentée, pardon, aux sollicitations, aux questions. On peut dire à l'examinateur, aux examinateurs, ah, votre question est très intéressante, je n'y avais pas pensé, je vais réfléchir avec vous, si vous voulez bien, ou tout simplement dire « Ah mais non, je ne suis pas du tout d'accord avec votre point de vue ». Et bien sûr, il faut expliquer pourquoi. Hein. Dans le même temps, dire « Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez posé une très bonne question. » Et enchaîner en justifiant pourquoi on est d'accord avec l'examinateur. Donc, vous voyez,
C'est une vraie relation, ce n'est pas un question-réponse, ce n'est pas un interrogatoire. Donc, on prend son temps pour répondre aux questions de manière argumentée. Évidemment, toujours, hein, en se rappelant qu'on est toujours quand même là pour argumenter, défendre son point de vue, le nuancer. Alors ensuite, quelques conseils pratiques pour favoriser l'interaction en classe. Alors, tout simplement, pratiquer une activité régulière d'activité orale. Donc, faire des débats. Les jeunes aiment beaucoup ça, faire des débats sur des questions parfois de l'actualité, des présentations, des exposés, j'entends. On peut aussi faire des jeux de rôle. Ça permet à certaines personnes qui sont plutôt timides de pouvoir passer à travers un personnage, une situation qui n'est pas liée à elle-même. On peut aussi organiser des petites sessions de 5 à 10 minutes, comme le jeu lexical tout à l'heure, avec des jeux d'argumentation sur des thèmes imposés. Il y a des petits jeux de cartes qui sont les pour ou contre, les dilemmes absurdes. Un exemple, vous préférez avoir des bras en mousse ou des jambes en bois? C'est très drôle. Et puis, on peut trouver des arguments tout aussi absurdes que la question. On peut faire des hypothèses folles. Et si la classique, c'est et si tu gagnais 1 million d'euros à la loterie, qu'est-ce que tu ferais? Et pourquoi, bien sûr, etc. Hein, beaucoup de jeux de ce genre-là. Ensuite, il faut encourager le travail en petits groupes et en binôme pour permettre à tous les élèves de s'exprimer, même les plus timides, qui seront renforcés par les personnes de leur groupe. Mais ça, c'est une chose que vous savez, j'imagine déjà. Et enfin, on oublie souvent, mais il faut donner un retour constructif aux élèves et pas seulement leur dire bon bah c'est bien et puis on passait à l'élève suivant. Donner et s'efforcer, on n'a pas toujours le temps mais il faut s'efforcer de donner des conseils pour s'améliorer et ne pas hésiter à revoir s'il y a quelques petits problèmes dans l'organisation du discours ou des problèmes tout simplement de prononciation, pourquoi pas, ou de grammaire et que sais-je encore. Donc un vrai retour constructif et pourquoi pas faire participer nos autres élèves qui ont été à l'écoute du candidat volontaire, du candidat même pourquoi pas parfois involontaire pour participer. Voilà. Alors, passons maintenant à l'évaluation de cette production orale. Vous avez donc vu tout au long de cet exposé les critères, les descriptifs de performance. Voilà. Mais la grille d'évaluation, la voilà, celle où les examinateurs font leur petite croix. Il y a donc 4 niveaux de performance. Si l'élève est resté muet ou n'a pas parlé pour un temps suffisant, on a donc le critère, la note 0, et puis vous voyez les autres au niveau B2, donc on a 3 points. Si vous comptez, il y a 5 catégories, 3 x 5, 15, on a 15 points. Bon, d'accord. Vous voyez que par épreuve, dans le cadre violet, le maximum de points que nous pouvons obtenir, c'est 25. En effet, B2 plus 5 fois 5 points, ça fait 25, si je compte bien. Nous continuons à retenir, je suis niveau B2, j'ai 15 points. Le minimum, combien? Par épreuve, c'est 5 points. Ah, j'ai 15 points, c'est bon. Attention cependant, le minimum sur l'ensemble des épreuves, donc individuelles et collectives, est 50 points. Alors la note, par contre, je ne l'aurai pas immédiatement, évidemment. Je l'aurai quand l'ensemble des épreuves seront corrigées et les notes insérées dans le système de FEI. Voilà, de France Éducation Internationale. Alors, moi j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi et participé, notamment à travers la question sur la problématique et les questions apportées par Nicolas. J'espère vous avoir apporté quelques petits outils et stratégies pour aider vos élèves. Et puis, je vous conseille d'explorer encore les ressources proposées par Hachette
le manuel, mais aussi les compléments que vous trouvez en ligne. Voilà. Oui, mais on te remercie beaucoup, Jenny, pour ton explication, ta présentation. J'aime beaucoup ton approche très précise, mais avec un certain humour et un détachement que j'apprécie beaucoup également. Et je dois dire que parmi tous les éléments importants dont tu nous as parlé, pour creuser toute cette problématique de l'argumentation, je, je trouve qu'il y a un élément qui m'a marqué à peu près au début, c'est pourquoi on fait tout ça, pourquoi préparer les élèves, etc. Et tu dis oui, c'est à cause d'une tradition française pour l'argumentation, etc., etc. Mais il y a aussi un élément qui, à mon avis, est primordial, c'est pour comprendre le monde autour de nous. Parce que, en fait, on a l'opportunité de préparer les élèves au DELF pour qu'ils passent leur examen, oui, mais ça doit leur servir aussi. Et de comprendre comment on construit une argumentation, ça leur servira pour comprendre et pour s'exprimer correctement, évidemment, mais aussi pour comprendre le monde autour de nous. Et ça, je crois, c'est primordial. Donc, merci Eugénie. Et je veux profiter encore du fait que vous êtes tous encore à l'écoute pour une petite brève présentation des éléments qui concernent la préparation du DELF mise à disposition par Hachette Fleu. Donc, je vais reprendre l'écran juste une seconde. Non, je dois juste sélectionner l'écran, excusez-moi. Pardon, j'ai un tout petit souci technique, mais je vais y arriver. Merci Eugénie, en tout cas, d'avoir touché du doigt les points faibles des candidats italiens. Bien souvent, j'entends des collègues à toi qui me disent toujours qu'ils parlent en roue libre, en ruota libera. Et donc voilà, je pense que tu as vraiment donné des éléments concrets pour aider les enseignants à préparer les candidats. Donc, dégager la problématique, évidemment, mais aussi les différents types de plans, parce que bien souvent, on n'a à faire que pour ou contre, avantages, inconvénients, et c'est vrai qu'il n'y a pas les autres types de plans. Donc, vraiment, merci. À toi, Nicolas. Merci, Merci pour Amandine. l'opportunité. Alors, je voulais juste vous rappeler que vous avez plein d'outils numériques à votre disposition gratuitement sur le site que je vous ai mis dans le chat. Et là, vous avez des vidéos authentiques de passation d'examen avec des activités d'analyse qui sont sur le manuel, bien sûr, des activités d'entraînement, que ce soit sur le manuel, mais sur le site collection également. Sur le site, vous avez surtout des activités interactives pour connaître l'épreuve et son déroulement, ce qui est primordial encore plus à l'oral qu'à l'écrit. Et puis des astuces et des conseils, aussi bien dans le manuel que dans les vidéos de cette page numérique dont je vous ai donné l'adresse, et également des entraînements qui sont très sympas sur des dialogues interactifs avec des examinateurs potentiels. Donc ça peut vous aider pour tous les niveaux, pas seulement sur le B2. Ensuite, par rapport aux outils qu'on vous met à votre disposition, justement, le site collection, delf.hachetefleu.fr, c'est l'adresse que je vous ai mise dans le chat du webinaire. Voici toute la collection DELF Junior scolaire, donc vous avez les 4 niveaux à votre disposition. Également la version tout public, c'est-à-dire la version pour les adultes. Si vous avez l'occasion de préparer également des groupes d'adultes au DELF, pour le B2, ça arrive. Donc voici la collection complète pour tout public. Et des petites informations pratiques, l'attestation, l'enregistrement du webinaire et les diapos vous seront envoyés par email dans les prochains jours, lundi soir vraisemblablement. Et en même temps, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à l'utiliser pour nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions.
Et donc, merci. Et dans le PowerPoint que vous recevrez en PDF et également à l'écran en ce moment, vous avez les adresses électroniques de Amandine Barthès et la mienne. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions. Nous sommes là pour ça. Donc, merci. Et voilà. Donc, merci à vous tous pour votre participation. Merci à Amandine, à Stéphania, à Iman et surtout à Eugénie Druckberg qui nous a accompagnés ce soir. Merci et au Merci revoir. Eugénie. Merci à tous.